Imaginons un instant qu'on écoute le troisième mouvement de la fameuse symphonie inachevée de Schubert. Ah oui, un chef-d'œuvre. Ouais, un chef-d'œuvre absolu. Les notes s'enchaînent, les violons s'envolent, bref, la magie opère. Sauf que ce qui joue là, à ce moment précis, ça n'a jamais été écrit par Schubert. Ni même par un être humain d'ailleurs. Exactement, ni par un humain. C'est une machine qui a généré cette suite juste après avoir, entre guillemets, écouté et analysé les deux premiers mouvements. Et la question qui me vient tout de suite, c'est comment un réseau de circuits imprimés, un truc fondamentalement binaire et super froid, comment ça peut saisir quelque chose d'aussi humain et fluide que le rythme, la mélodie ou même juste l'écoulement du temps. C'est vraiment le mur auquel toute l'informatique s'est heurtée pendant des décennies en fait. Et c'est exactement le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Je suis ravie qu'on en parle. Moi aussi, je suis prêt à plonger là-dedans. Du coup, aujourd'hui, on se penche sur les notes et la transcription d'un cours magistral fascinant. C'est le cours 6.S191 du MIT, qui est donné par l'instructrice Ava. Et le but de notre analyse aujourd'hui, c'est pas juste de faire un petit résumé académique ennuyeux. Surtout pas. Non, le but c'est de décortiquer un peu le défi ultime de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle la modélisation de séquences. Parce que, tu vois, pour qu'un système artificiel comprenne une symphonie ou même juste une petite phrase toute bête, il faut l'arracher au monde des données statiques. Il faut lui inculquer une vraie notion de mémoire temporelle. Et ça, c'est super pertinent parce que c'est des technologies qu'on utilise tous les jours. Pour la traduction, pour générer du texte sur nos téléphones, tout ça. Mais le problème, quand on regarde les réseaux de neurones classiques, ce qu'on appelle feed-forward, c'est qu'ils vivent dans un présent perpétuel. Ils n'ont pas de passé. C'est ça, ils sont figés dans l'instant. Et la source du MIT, elle utilise un exemple hyper visuel pour illustrer ça. C'est l'exemple d'une balle en 2 dimensions sur un écran. Donc on donne une image fixe de cette balle au réseau, juste une photo, et on lui demande de prédire où elle sera à l'instant d'après. Et là, le réseau échoue lamentablement. Ah ouais, complètement. Il va faire une supposition purement aléatoire parce que, mathématiquement parlant, il n'a pas d'autre option. Il lui manque le vecteur de vitesse, il lui manque la direction. Mais si on change d'approche et qu'on lui fournit l'historique des positions précédentes de cette balle, Là, la trajectoire devient limpide. exactement. Et le cours d'Ava souligne un point crucial. Cette dépendance au temps, elle ne concerne pas que des balles qui rebondissent sur un écran. C'est partout. Partout, oui. Les ondes sonores de la voix, les électrocardiogrammes, les séquences d'ADN, les cours de la bourse. Même la météo, non? Absolument. La météo aussi. En fait, notre réalité physique et biologique, elle n'est constituée que de données séquentielles. Tout est une question de temps. C'est fou. Pour bien visualiser ce défaut des réseaux classiques face au temps, moi j'aime bien imaginer une analogie avec le sport. T'imagines un gardien de but au football, mais un gardien qui souffrirait d'une amnésie totale toutes les secondes. Ah, le pauvre. Ouais, le pauvre. Donc le gars, il voit la balle partir du pied de l'attaquant. 1 seconde passe, paf, sa mémoire s'efface. Il revoit la balle, elle est un peu plus grosse, un peu plus près de lui, mais il a totalement oublié d'où elle venait. Il a perdu tout le contexte. C'est ça. Il est totalement incapable de calculer la trajectoire pour plonger au bon endroit. Ta métaphore, elle est peut-être cruelle pour le gardien, mais elle est techniquement irréprochable. Et du coup, pour pallier cette amnésie, les chercheurs en IA, ils n'ont pas juste branché un disque dur externe au système. Ils ont dû repenser l'architecture même du flux d'informations. Et c'est là qu'ils ont créé les réseaux de neurones récurrents ou les fameux RNN. Les RNN, ouais. La grande révolution de ces RNN, c'est l'introduction de ce que les scientifiques appellent l'état interne, ou en anglais, c'est souvent noté la variable H pour hidden state, l'état caché. D'accord. Donc si on reprend mon exemple du gardien amnésique, l'état interne, ça serait quoi? C'est un peu comme s'il tenait un petit carnet dans sa main et il gribouillait frénétiquement la position de la balle juste avant que sa mémoire s'efface. C'est exactement l'idée. C'est un relais. Au lieu de juste lire une information, de donner un résultat et tout oublier dans la foulée, le LNN, il va créer une boucle mathématique. Une boucle. Ouais. Quand l'information de l'instant présent arrive, disons l'instant T, le réseau, il la traite pas toute seule, de manière isolée. Il va la fusionner avec ce fameux état interne, donc ton petit carnet de notes. D'accord. Et ce carnet, il contient un condensé mathématique de tout ce qui s'est passé à l'instant T-1. Le réseau génère alors sa prédiction, mais, et c'est là que c'est malin, il met aussi à jour son état interne pour le passer à l'instant suivant, l'instant T+1. Donc la décision actuelle, elle dépend à la fois de ce qu'il voit maintenant et de toute sa mémoire du passé. Tout à fait.
c'est une fonction mathématique intriquée. Ok, la mécanique est élégante quand on parle d'une balle en mouvement. On comprend bien la physique de la boucle. Mais là où la source du MIT devient vraiment passionnante, je trouve, c'est quand on passe au langage. Parce que, enfin, on est d'accord, un ordinateur, ça ne lit pas l'alphabet. Non, ça ne connaît que les chiffres. Voilà, il ne digère que des opérations mathématiques super complexes. Alors comment on fait pour prendre cette machine qui vient tout juste d'apprendre à se souvenir d'une trajectoire géométrique et lui faire comprendre une phrase entière, genre, je sais pas, ce matin j'ai promené mon chat. C'est le vrai casse-tête. Et le défi ici, c'est pas juste de transformer un mot en chiffre. Ça, pour le coup, l'informatique sait très bien le faire depuis les années 60. Avec le code ASCII et tout ça. Exactement, l'ASIC, c'est du basique. La première étape, bien sûr, c'est de créer un vocabulaire, un dictionnaire indexé. Donc on attribue le numéro 2 au mot chat, le numéro 45 au mot promener, etc. Ok, Mais le problème, c'est qu'un index, c'est juste une étiquette arbitraire. Le numéro 45, mathématiquement, il n'a aucune relation de sens avec le numéro 2. ben oui, c'est juste un code barre en fait. Et on peut pas faire de la sémantique, on peut pas créer du sens avec des simples codes barres. Voilà. Et c'est pour ça que la véritable percée dont parle Ava dans le cours, c'est le concept de plongement, ou ce qu'on appelle le plus souvent l'embedding en anglais. L'embedding, un mot qu'on entend tout le temps en ce moment. Ouais, c'est incontournable. L'idée, c'est qu'au lieu de garder un simple numéro, le réseau va projeter chaque mot dans un espace vectoriel. Mais attention, un espace à plusieurs centaines de dimensions. Ouf, des centaines de dimensions, c'est dur à imaginer pour un cerveau humain. C'est clair. En gros, il transforme le mot en une très longue liste de coordonnées mathématiques, de taille fixe. Et pendant son entraînement, parce qu'il va s'entraîner sur des milliards de textes, le réseau va ajuster ses coordonnées. Dans quel but précis? Le but, c'est que les mots qui ont un sens similaire ou qui apparaissent dans des contextes similaires finissent par se rapprocher physiquement. Géométriquement parlant, dans cet espace à haute dimension, ils deviennent voisins. Attends, je dois faire une petite pause ici. Parce qu'il y a un argument, une critique, un peu philosophique, qui revient super souvent quand on aborde ça. Je vois de quoi tu parles. Ouais, parce qu'en réduisant une langue aussi riche que la nôtre, avec ses doubles sens, son ironie, sa poésie, en réduisant, je sais pas, du Victor Hugo ou du Baudelaire à un gigantesque fichier Excel rempli de coordonnées mathématiques, on pourrait vraiment se dire qu'on mutile la langue, non? Qu'on la vide de toute son émotion humaine. C'est un réflexe hyper naturel de penser ça. Beaucoup de gens le pensent. Mais en fait, la beauté de l'embedding, c'est que cette géométrie ne détruit pas la nuance. Au contraire, elle la cartographie. Ah ouais, hein? Ouais, ces vecteurs, ils sont pas du tout aléatoires. Leur distance relative encode des relations sémantiques ultra précises. Et la source donne un exemple classique dans le domaine qui est juste, qui est époustouflant en fait. Vas-y, dis-moi. Si tu prends les coordonnées mathématiques du mot roi, ok, Ok. tu leur soustrais le vecteur du mot homme et ensuite tu y additionnes le vecteur du mot femme, mathématiquement, tu atterris sur les coordonnées exactes du mot reine. Waouh! Attends, c'est vertigineux ça. N'est-ce pas? C'est fou parce que la machine, elle a jamais pris de cours de grammaire. Elle a jamais lu de livre de sociologie sur la royauté. Elle a simplement déduit, par la géométrie pure, que la distance spatiale entre un homme et une femme, c'est exactement la même qu'entre un roi et une reine. C'est exactement ça. La nuance, le genre, le statut social, tout ça, ça devient juste une direction dans l'espace mathématique. C'est brillant. C'est génial. Et du coup, j'imagine que c'est cette richesse vectorielle, combinée avec la mémoire temporelle des réseaux récurrents qu'on a vus avant, qui a permis l'exploit de la symphonie de Schubert dont on parlait dans l'intro. Tout à fait. En plongeant des notes de musique dans cet espace vectoriel et en les passant ensuite dans un RNN, la machine a littéralement pu apprendre la grammaire musicale de Schubert. D'accord? Mais, et c'est un gros mais, cet exemple précis dans la conférence du MIT, Ava l'utilise surtout pour amener une douche froide. Parce que les RNN, ils ont une faille structurelle critique. Ils finissent inévitablement par heurter un mur. Un mur de complexité. C'est le fameux goulot d'étranglement de l'état interne, c'est ça? Exactement. Si je reprends l'image de mon gardien de but, avec son petit carnet, je comprends vite où ça bloque. C'est un peu comme si on essayait de résumer un roman hyper dense de 500 pages, au fur et à mesure qu'on le lit, mais la seule règle, c'est qu'on n'a droit qu'une seule petite carte postale pour écrire tout le résumé. C'est une très bonne image. Au début, ça va. On note les noms des personnages, le lieu de l'intrigue, les premiers rebondissements. Mais arrivé à la page 100, la carte postale, elle est pleine à craquer. Et pour continuer à noter la suite de l'histoire, t'es obligé de gommer le début. La limite physique de l'état interne d'un RNN, elle est vraiment là. C'est un vecteur qui a une taille fixe, on ne peut y compresser qu'une quantité très limitée d'informations.
Ouais, c'est ça. L'encre finit par baver à force d'effacer et de réécrire par-dessus. Et à la fin, le truc est totalement illisible. Il n'y a plus de mémoire à long terme. Voilà, et l'instructrice détaille le problème mathématique derrière cette encre qui bave, c'est ce qu'on appelle la disparition du gradient ou le vanishing gradient en anglais. Ça sonne dramatique. Ça l'est pour le réseau. En fait, pour qu'un RNN prenne de ses erreurs sur une longue phrase, il utilise un processus appelé la rétropropagation à travers le temps. Donc, il calcule son erreur à la toute fin de la phrase et il remonte ses calculs en arrière jusqu'au tout premier mot pour s'ajuster. Ok, il fait le chemin inverse. C'est ça. Sauf qu'à chaque petite étape en arrière, on multiplie des valeurs qui sont très souvent inférieures à 1. Et tu sais ce qui se passe quand on multiplie des petites fractions des dizaines ou des centaines de fois de suite? Le résultat devient de plus en plus petit, ça tend vers zéro. Inexorablement. Le signal d'apprentissage s'évapore complètement. La machine n'arrive plus du tout à faire le lien entre la fin d'un long paragraphe et son introduction. Elle a perdu le fil. Donc, si je résume, on se retrouve avec une IA qui est hyper douée, capable de comprendre la géométrie incroyable d'une langue avec les embeddings, mais qui souffre d'un déficit d'attention sévère dès que le texte est un peu long. C'est exactement le diagnostic. Et j'imagine qu'on ne peut pas juste régler le problème en achetant des serveurs plus puissants ou en ajoutant des processeurs, si. Ah, ça serait trop facile. Non. Et c'est le deuxième clou dans le cercueil des RNN. La source met vraiment en évidence cette contrainte fatale du traitement séquentiel, le fameux time step by time step. Le pas à pas. Ouais. Le réseau, par design, il doit lire le mot numéro 1 pour calculer l'état interne qui lui permettrait ensuite de lire le mot numéro 2. Et ainsi de suite. C'est une chaîne de dépendance stricte. Donc, ça veut dire qu'il est impossible de faire le travail à plusieurs puces en même temps. Impossible de paralléliser, oui, que tu aies un simple ordinateur portable ou un supercalculateur à plusieurs millions d'euros, tu es forcé d'avancer au rythme d'un seul mot à la fois. C'est un goulot d'étranglement informatique majeur et c'est extrêmement lent. Du coup, on est dans une impasse qui est super frustrante. On a des vecteurs surpuissants, mais ils sont coincés dans un système de lecture beaucoup trop lent et qui oublie tout. C'est ça. Alors, comment les chercheurs ont fait pour contourner un truc aussi physique? Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que les IA, elles avalent des livres entiers en quelques secondes. Il a fallu une vraie révolution. Et c'est là que le cours du MIT bascule sur l'année 2017. Une année historique pour l'IA. L'année de la publication d'un papier scientifique de Google avec un titre vraiment provocateur. Attention is all you need. L'attention est tout ce dont vous avez besoin. C'est l'acte de naissance de l'architecture Transformer, le fameux T de ChatGPT. Exactement, le T vient de là. Et l'idée fondatrice de ce papier, c'est en fait un renoncement total. Les chercheurs ont pris une décision radicale, ils ont décidé de supprimer purement et simplement la notion de récurrence. Attends, ils ont tout jeté? Tout. Fini le traitement mot par mot. Fini le petit carnet de l'état interne. Le transformer, lui, il ingère la totalité de la séquence, toute la phrase ou même tout le paragraphe en un seul bloc, et tout ça simultanément. Ok, attends, je t'arrête sur ce point, parce que pour moi, ça semble hyper contre-intuitif. Si tu donnes tous les mots en vrac d'un seul coup à la machine, ça devient juste de la bouillie, non? L'ordre des mots, c'est essentiel. Je veux dire, la phrase « il a mangé le requin », c'est pas du tout la même chose que « le requin l'a mangé ». C'est sûr que la fin est pas la même pour le pauvre gars. Voilà. Pourtant, c'est exactement les mêmes mots, juste dans un ordre différent. C'est l'objection numéro 1 que tout le monde fait. Et la parade technique qu'ils ont trouvée, qui est expliquée dans le cours, ça s'appelle le plongement positionnel, le positional embedding. Ok, comment ça marche? Puisqu'on ne lit plus la phrase de gauche à droite, la machine va injecter dans le vecteur de chaque mot une sorte de signature mathématique, un horodatage si tu veux, qui indique très précisément sa position d'origine dans la phrase. Ah, malin. Très malin. Le mot requin transporte avec lui une balise qui dit par exemple « Salut, j'étais en 5e position ». Et du coup, l'architecture peut traiter tous les mots en parallèle sur des milliers de processeurs en même temps, ce qui règle complètement le problème de vitesse, tout en conservant cette information cruciale de l'ordre des mots. D'accord, donc le goulot d'étranglement de la vitesse, il est pulvérisé. Ça, c'est bon. Mais il reste un gros problème. On n'a toujours pas résolu comment la machine comprend le sens global, la fameuse « attention ». Comment elle fait le lien entre tous ces mots qui lui sont balancés en parallèle? Alors là, la source du MIT utilise une analogie géniale pour démystifier ça. Elle compare ça à une recherche sur une plateforme vidéo, genre YouTube. YouTube, d'accord. Je l'utilise tous les jours, donc ça me parle. Voilà. Pour expliquer le mécanisme d'attention, le cours d'AVA décompose l'opération en 3 matrices principales. La requête,
la clé et la valeur. Le query qui évalue en anglais. C'est ça. Si on reprend YouTube, quand un utilisateur cherche une vidéo, il tape un texte dans la barre de recherche, genre tuto guitare. Ça, c'est la requête, le query. Ok. De l'autre côté, dans l'immense base de données de YouTube, chaque vidéo possède un titre, des tags, une description. Ça, ce sont les clés, les keys. D'accord, je suis. Le moteur de recherche va mathématiquement comparer ta requête à toutes les clés disponibles. S'il y a une forte correspondance, une bonne similarité, il va extraire le contenu réel de la vidéo pour te l'afficher. Et ça, c'est ce qu'on appelle la valeur, le value. L'analogie est super limpide pour un moteur de recherche. C'est moi, l'humain, qui tape la requête pour trouver une information. Mais dans une phrase autonome qui est traitée par un transformer, il n'y a pas d'utilisateur extérieur avec un clavier. Qui tape la requête pour comprendre le texte? Et c'est là, précisément là, que réside le génie vertigineux de ce qu'on appelle l'auto-attention, ou le self-attention. Personne ne tape la requête depuis l'extérieur. Personne. Personne. C'est chaque mot de la phrase qui va générer lui-même en simultané sa propre requête, sa propre clé et sa propre valeur grâce à des transformations matricielles internes. Waouh, ok. Donne-moi un exemple concret avec une phrase, parce que là, ça devient abstrait. Ok, prenons une phrase du plan du cours. Il a lancé la balle de tennis pour servir. Ok, il a lancé la balle de tennis pour servir. Quand le modèle arrive sur le mot balle et qu'il veut comprendre son sens exact, parce que balle, ça peut être une balle de pistolet, une balle de jonglage, etc., eh bien, ce mot balle projette sa propre requête mathématique dans le réseau. Il cherche du contexte pour définir sa propre identité. Donc, si je vulgarise à l'extrême, c'est comme si le mot « balle » criait dans la pièce. « Hey, qui autour de moi peut m'aider à comprendre ce que je suis dans cette phrase précise ?» C'est exactement ça. Et en réponse, tous les autres mots de la phrase, lancer, tennis, servir, ils présentent leurs clés. Le système va alors calculer ce qu'on appelle un produit scalaire entre la requête du mot balle et la clé des autres mots. Le produit scalaire, ça me rappelle mes cours de maths du lycée, ça? Ouais. En géométrie, c'est juste une façon de mesurer l'alignement entre deux vecteurs. Si les vecteurs pointent dans des directions sémantiques qui sont très liées, le score explose. Ensuite, il y a une fonction qui s'appelle le softmax, Ah, le softmax, d'accord. qui vient écraser un peu ces scores pour les transformer en pourcentages bien propres, qui vont de 0 à 100%. Et dans notre phrase, l'attention entre balle et tennis, et entre balle et lancer, ça va obtenir un score énorme, disons de 95%. Parce que lancer et tennis est hyper proche sémantiquement de balle. Voilà. Et la machine combine ensuite ces scores très élevés avec les matrices de valeurs correspondantes. Du coup, le mot balle met à jour sa propre définition vectorielle en intégrant l'idée de sport et de mouvement. Il sait maintenant qu'il est une balle de tennis qu'on lance, et pas une balle de revolver. C'est brillant. Si on veut imager la différence de puissance d'analyse entre l'ancien modèle et le nouveau, c'est fort. On pourrait voir l'ancien modèle, le RNN, comme un lecteur qui serait plongé dans le noir total, équipé seulement d'une toute petite lampe de poche. Ah oui, très visuel. Il lit le livre vraiment mot à mot, de gauche à droite, et il ne voit que ce que le petit faisceau de sa lampe éclaire à l'instant T. Le reste est dans l'ombre. Ouais. Le transformer, par contre, c'est comme s'il allumait un immense plafonnier au-dessus de la page entière, d'un seul coup. Et là, tous les mots qui sont intimement liés s'illuminent de la même couleur en même temps. Il crée une toile de connexion instantanée, peu importe s'ils sont espacés de 3 mots ou s'ils sont séparés par 2 paragraphes. Le plafonnier, c'est une excellente représentation de la disparition de la distance temporelle. C'est vraiment ça. Mais la réalité architecturale des transformers est encore plus folle que ça. Parce que le cours d'Ava souligne que le modèle n'utilise pas un seul plafonnier. Il en utilise des dizaines qui fonctionnent tous en parallèle. Des dizaines de plafonniers, ouais. Ouais, c'est ce qu'ils appellent l'attention multitête. Multi-head attention. Pendant qu'une tête d'attention calcule les relations purement grammaticales dans la phrase, il y a une autre tête qui parcourt exactement la même phrase au même moment pour trouver, disons, les nuances émotionnelles. Ah ouais, d'accord. Et pendant ce temps, une troisième tête va repérer les liaisons géographiques ou historiques. Et à la fin, le système empile toutes ces couches d'attention pour obtenir une compréhension conceptuelle d'une densité juste incroyable. C'est vraiment ça qui rend les capacités actuelles des IA si bluffantes pour le grand public. Et ce qui est d'autant plus fou, c'est que l'instructrice précise bien à la fin de son cours que cette architecture ne se limite absolument plus au langage. C'est plus juste pour écrire des poèmes ou faire des résumés. Ah non, plus du tout. La mécanique de l'attention, elle est tellement fondamentale qu'elle a complètement transcendé le texte. À partir du moment où tu possèdes une architecture qui est capable de prendre une séquence massive de n'importe quels éléments, de s'affranchir du temps
et d'analyser l'influence de chaque élément sur tous les autres en même temps, les applications deviennent infinies. Tu penses à quoi, par exemple? La source explique que les transformers sont aujourd'hui appliqués par exemple aux séquences biologiques, comme les acides aminés. Dans la médecine? Oui. Ils arrivent à modéliser le repliement des protéines en 3 dimensions avec une précision qui a littéralement fait faire un bond de plusieurs décennies à la recherche médicale en quelques mois. Et on voit aussi ça avec les images, ce qu'on appelle les Vision Transformers. Ils lisent les images comme du texte. Presque. Ils découpent une image en petits patchs, comme des mots visuels, pour comprendre les relations spatiales globales bien mieux que les anciens modèles dédiés à la vision. Le concept d'attention s'applique partout. Ah ben. En rassemblant un peu tous les morceaux de cette exploration aujourd'hui, je crois qu'on comprend enfin ce qui se cache vraiment sous le capot de la révolution technologique qu'on vit au quotidien. C'est ça l'objectif. Tous ces modèles actuels qui génèrent nos emails, qui débuguent du code informatique super complexe en 5 secondes, ou qui génèrent des molécules, ils n'ont pas soudainement acquis une conscience magique ou une étincelle de vie. C'est pas de la science-fiction. Non, c'est des mathématiques. Voilà. Ils ont simplement abandonné cette approche séquentielle hyper laborieuse, le mot par mot, pour maîtriser une géométrie mathématique vertigineuse. En fait, ils ont appris, au sens le plus littéral et le plus mathématique du terme, à prêter attention, à trouver les bonnes relations au bon moment. Et pour ceux qui nous écoutent, cette transition, le passage de la ligne temporelle stricte vers ce traitement global et instantané, ça laisse dans son sillage une réflexion philosophique assez troublante, je trouve. Surtout sur la nature même de la perception. Ah oui, dans quel sens, ouais? Biologie entière, on est emprisonné dans la dictature de la séquentialité. C'est vrai? Notre cerveau y décode la réalité seconde après seconde. On est obligé de lire un livre mot après mot ou d'écouter une musique note après note pour construire patiemment du sens sur le fil d'un temps qui ne coule que dans une seule direction. On est viscéralement lié à cette lecture de gauche à droite sur la ligne du temps. On n'a pas la possibilité physique d'embrasser la totalité d'un seul coup d'œil, d'avoir tous les plafonniers allumés en même temps. C'est notre limite structurelle absolue en tant qu'humain. Mais les réseaux synthétiques modernes, eux, en adoptant cette architecture transformer, ils ont fait complètement exploser cette limite. C'est vertigineux. Ils en gèrent d'immenses structures de données, que ce soit toute une encyclopédie ou un code génétique entier, et ils calculent les interdépendances de chaque microfragment de manière totalement simultanée. Ils ne lisent plus le temps. Ils cartographient des espaces d'attention qui sont intemporels. Ils voient le tout avant même de voir les parties. C'est ça. Et la question qui reste en suspens face à cette évolution technique, c'est une vraie question ouverte. Est-il possible que cette forme de perception non linéaire, bien qu'elle soit entièrement synthétique, mathématique et totalement étrangère à notre condition humaine, est-ce que ça ne serait pas, au fond, une méthode d'appréhension bien supérieure à la nôtre pour décoder la complexité gigantesque du monde qui nous entoure ? C'est une fenêtre ouverte sur une autre façon de concevoir le contexte. Une façon non humaine, mais peut-être beaucoup plus vaste. Je trouve ça fascinant et ça laisse vraiment matière à réfléchir pour la suite. Merci beaucoup pour cette analyse hyper éclairante. Avec grand plaisir, c'était passionnant.